traumatisme thoracique fermé. Le docteur Benjamin Rieu, il travaille au CHU de Clermont-Ferrand dans la réanimation médico-chirurgicale. Il fait un peu de préhospitalier aussi. Et ils ont le déchocage de la réanimation, le déchocage traumatique de la réanimation de Clermont. En attendant que Benjamin se connecte, bienvenue à cette session sur le trauma thoracique de manière générale, que j'ai le plaisir de co-modérer avec, j'allais dire Mathieu Pioche, pardon, c'est son frère, Pierre-Antoine Pioche, qui est anesthésia et qui travaille au CH de Moulins. Moi je suis Mathieu Javaudon, je travaille au CHU de Clermont-Ferrand en anesthésie réa. Juste un petit message pour les orateurs. Le temps va être assez contraint parce qu'il y a 5 interventions au total en 1h40. D'après nos calculs savants, on est sur 20 minutes par personne, questions incluses. On est sur un format flash talk quasiment. Bon courage avec ça, Benjamin, et merci d'avoir accepté de relever le challenge. Donc merci en tout cas à Ramin de m'avoir convié à faire cette présentation sur le trauma thoracique fermé. C'est un topo qu'habituellement on fait en 1h, 1h30. On va devoir le condenser en 15 minutes. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt cette thématique et je suis membre du groupe d'intérêt en traumatologie grave, la trauma base, et au niveau régional du comité de gestion de la filière trauma sévère au sein du GCS-ARA. Donc, tout pour commencer, un petit peu d'épidémiologie. Le trauma thoracique, ça représente 10% des traumas qui consultent dans une structure d'urgence ou de réa pour une santé. La mortalité sur les traumas, il y en a 25% qui sont liés au trauma thoracique. Il y a souvent des lésions associées, essentiellement membres, bassins, crâne et après l'abdomen. Les étiologies essentiellement, en tout cas en France, c'est la traumatologie routière et puis les chutes de grande hauteur et après d'autres causes diverses, notamment les accidents industriels et professionnels. Donc, 3 mécanismes principaux, la décélération, la compression directe au niveau du thorax et après tout ce qui est mécanisme de blast. 2 types de mortalité, la mortalité immédiate et la mortalité retardée. Donc ce qui va induire une mortalité immédiate chez les patients dès le préhospitalier, c'est une obstruction au niveau des voies aériennes. Tout ce qui est pathologie pleurale compressive comme les pneumothorax ou les hémothorax, les tamponnades au niveau du péricarde et tout ce qui est rupture de l'isthme aortique avec un choc hémorragique, en tout cas cataclysmique. Et après, on a de la mortalité qui est retardée, notamment les lésions vasculaires, les contusions pulmonaires, tout ce qui est contusion myocardique, les plaies trachéobronchiques, la rupture du diaphragme, la rupture de l'œsophage, ainsi que le pneumomédiastin. On reviendra en détail sur ces différentes pathologies par la suite. Ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les facteurs prédictifs de gravité chez ces patients-là entre l'extra-hospitalier et l'accueil intra-hospitalier. Donc les éléments de gravité, ce seront les âges un petit peu extrêmes, notamment les personnes qui ont plus de 65 ans, sont ceux qui ont de la pathologie cardio-pulmonaire, en tout cas chronique, les troubles de la coagulation, que ce soit congénitales ou acquis suite à la prise de traitements anticoagulants ou antiagrégants, les fractures de plus de 3 de côte, les patients qui sont hypoxiques et encore plus s'ils sont polypnéiques et qui ne répondent pas à l'oxygénothérapie, la présence associée d'une défaillance hémodynamique, la présence d'un trauma pénétrant, mais ce n'est pas le topo d'aujourd'hui, et l'association à un traumatisme crânien grave et à la polytransfusion. Donc tout cela, ce sont des éléments de gravité qui vont transférer ces malades-là, en tout cas en réanimation ou en soins continus. Un tout petit peu de physiopathologie qui va expliquer un petit peu ce qu'on va discuter par la suite. Donc les lésions vont associer un volet costal avec un monde paradoxal. Les fractures de côte, ces 2 lésions vont induire une capacité fonctionnelle restrictive au niveau des poumons, une franche douleur qui va altérer la mécanique ventilatoire, surajouter avec tout ce qui est pathologie pleurale, que ce soit hydrique ou gazeux. Cela va induire une modification morphologique au niveau des poumons, une hypoventilation régionale, puis secondairement une hypoventilation globale. Tout cela va induire des troubles acido-basiques sur un mécanisme d'hypercapnie et engendrer par la suite avec les contusions pulmonaires via une rupture alvéolo-capillaire, un effet shunt qui va induire l'hypoxie que peuvent avoir ces malades-là quand ils arrivent dès l'extra-hospitalier et l'intra-hospitalier. Sur la clinique, nous, quand on va arriver en tout cas en SMUR ou quand ces malades vont nous être proposés en tout cas par les régulations SAMU au niveau du déchocage, on va poser la question du mécanisme. La cinétique, est-ce que c'était forte cinétique, basse cinétique? La chute, quelle hauteur? Est-ce qu'il y a des douleurs et quel type? Le VN qu'il va y avoir au repos ou à l'effort? Et est-ce que la douleur est en tout cas majorée à l'inspiration? Et après, on va avoir tout ce qui est l'examen clinique de ces patients-là. Est-ce qu'il y a une déformation clinique thoracique quand on examine le patient? D'où l'intérêt aussi de vraiment examiner ces malades déshabillés et pas habillés. Est-ce qu'il y a un volet costal qui se décroche cliniquement quand on examine le patient? Est-ce qu'il y a une douleur à la palpation du grille costal, évocateur potentiellement de fracture costale? La présence ou pas d'un emphysème sous-cutané thoraco-abdo-cervical? Est-ce que quand on regarde le malade, il y a un défaut d'ampliation thoracique, c'est-à-dire qu'un hémithorax se soulève plus que l'autre?
Est-ce qu'au niveau de la mécanique ventilatoire, celle-ci est altérée? Est-ce que le malade est polypnéique? Est-ce qu'il a des difficultés à respirer? Est-ce qu'il met en jeu tout ce qui est muqueuse accessoire et qui sont les signes de lutte et d'épuisement? Est-ce qu'il y a une présence aussi d'échymose ou pas en regard d'un coup direct au niveau du thorax? L'auscultation pulmonaire pour chercher une asymétrie au niveau du murmure vésiculaire, et on recherche bien évidemment les lésions associées, que ce soit au-dessus du thorax, au niveau du cou, au niveau de la tête, au niveau de l'abdomen et au niveau du bassin pour tout ce qui est en bas du thorax. Et bien entendu, on recherche également tout ce qui est pathologie au niveau médulaire, en recherchant la présence ou pas de troubles moteurs et ou sensitifs, permanents ou transitoires. Et bien sûr, ces lésions sont évolutives au fil du temps. Il ne faut pas se rassurer que le malade soit tout à fait stable dès la prise en charge et qu'il le restera durant toute la prise en charge jusqu'à l'arrivée en tout cas à l'hôpital. Il faut continuellement examiner nos patients, encore plus s'ils se dégradent, et l'évolution en tout cas peut être rapide dans un sens comme dans l'autre. Quelle orientation pour un traumatisé thoracique? Est-ce qu'on va vers les urgences, vers un trauma center, vers l'hôpital de secteur, et surtout quel niveau de soins? Donc là, au niveau du GIT, c'est le groupe d'intérêt en traumatologie grave qui se réunit tous les ans. On a redéfini cette année les critères. Et pour ce qui est le trauma thoracique, les grades A, donc c'est les malades pour lesquels il y a une défaillance vitale engagée à très court terme. Ce sont les malades qui sont hypoxiques malgré la mise en place d'une oxydothérapie avec une saturation inférieure à 93%. Les grades B, c'est les malades qui ont un risque vital qui a été corrigé et ou un risque fonctionnel. Pour ce qui concerne le trauma thoracique, c'est les hypoxies qui sont corrigées par la mise en place de l'oxydothérapie, la présence d'un volet clinique ou d'une déformation majeure, en tout cas du thorax, les traumas pénétrants. Et quand on fait la FAST-écho, donc l'échographie de débrouillage au lit du patient en extra-hospitalier, est-ce qu'il y a la présence ou pas d'un épanchement hydrique et ou gazeux? Et ça, on y reviendra par la suite. Et les grades C, c'est les patients pour lesquels la cinétique pourrait induire la mise en jeu d'un pronostic vital ou fonctionnel par la suite. Et ça concerne essentiellement pour le trauma thoracique les patients avec des comorbidités respiratoires et ou cardiaques qui pourraient faire que ces malades décompensent en tout cas plus rapidement. On réfléchit aussi en termes de trauma center, en termes de niveau de soins. Donc là, en tout cas, au niveau régional, via le réseau Urjara, on a défini des niveaux de trauma center. Grosso modo, le niveau 3, ça correspond à beaucoup d'hôpitaux qu'il peut y avoir, par exemple Vichy, Aurillac, Le Puy, en tout cas pour la région. Et ces malades-là sont orientés vers les urgences. Il y a la présence d'un chir digestif et d'un chir orthopédique. Il y a de l'imagerie avec un scanner, mais après, il n'y a pas de chir cardiaque, pas de chir thoracique, pas de chir vasculaire, pas de radiologue, pas d'IRM, pas de radio interventionnelle. Et les niveaux 1, c'est essentiellement les CHU et les gros CH. Dans la région, il y a Clermont-Ferrand, il y a Saint-Étienne, les 2 sites de Lyon, il y a Grenoble et il y a Annecy, pour lesquels il y a tout le plateau technique avec un déchocage avec une équipe dédiée, plusieurs réa polyvalentes, toutes les équipes de chirurgie, la radiologie interventionnelle, le site d'un EFS, on a des missions d'enseignement, de recherche, on participe à des protocoles de recherche, et c'est ces structures-là qu'on va privilégier, en tout cas pour les plus graves. Et grosso modo, la doctrine que nous, on a au niveau régional, c'est les grades C, ils vont vers l'hôpital qui est référencé comme trauma center le plus proche, et les malades les plus graves vont être transférés, évidemment, vers le plateau technique avec les compétences techniques et humaines que ce malade aura en tout cas comme besoin. Quelle stratégie d'imagerie? Bien entendu, si le patient est stable, on va toujours privilégier le scanner, qui est l'examen de référence pour le traumatisme thoracique. Ça, la littérature, elle est en tout cas très nette, mais en tout cas, des fois, les malades ne sont pas transportables au niveau du scanner. Et donc, on a différents examens de débrouillage, essentiellement la radiographie thoracique et l'échographie clinique au lit du patient, dont le but sera de dégainer un moyen de réanimation rapide et où la prise de décision, comme quoi le malade ira directement au bloc opératoire avec nos collègues chirurgiens. Ça, c'est l'exemple d'un dossier que nous avons eu avec le docteur Galvin le week-end dernier. C'est une jeune fille, accident de voiture, incarcérée, elle est glasgowie, très agitée, elle est intubée, elle a pas mal d'emphysème sous-cutané, elle est sous noradrénaline et sédatée, et la noradré à 1 mg/h. Malheureusement, au scanner, à ce moment-là, il y a une dissection aortique, donc forcément, ça prend plus de temps que prévu, et donc nous, on prend la décision de faire rapidement la radiographie du thorax. La radiographie du thorax, on voit qu'il y a probablement un petit peu d'emphysème sous-cutané, on voit beaucoup d'emphysème sous-cutané, il y a un pneumothorax probable. Le SMUR a probablement fait une première intubation œsophagienne puisque l'estomac est très distendu, mais on a des difficultés en tout cas à dire ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Quand on est directement au scanner,
Là, vous avez l'emphysème sous-cutané qui est en tout cas très très important. Et vous avez un pneumothorax bilatéral compressif, une déviation du médiastin, de la contusion pulmonaire, de l'hémothorax, une rupture de la paroi antérieure du thorax. Et donc on a fait le scanner, on a fait les gestes de réanimation. Et derrière, en tout cas, sur la partie thoracique, ça allait beaucoup mieux. Sur la partie neurologique, en tout cas, c'était autre chose. Quand on n'a pas le choix, qu'on peut pas faire le scanner, donc on fait fast écho et radiographie du thorax. Et ça, c'était 2 études menées par les équipes de Marseille et de Grenoble à laquelle nous avons participé, qui s'étaient intéressées à l'intérêt de la fast écho et de l'échographie, en tout cas sur les décisions appropriées et inappropriées. Et on voit que quand on associe la fast écho et la radiographie du thorax, il y a très peu de décisions inappropriées qui ont été réalisées, que ce soit au niveau thoracique, au niveau de l'abdomen et au niveau du crâne. Mais le but du topo d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la partie thoracique. Quelles sont les lésions les plus fréquentes? Donc on va commencer par les lésions des contenants. Les principales, les plus fréquentes, ce sont les fractures costales. Elles sont souvent multiples, elles sont sous-évaluées bien entendu par la radio, d'où l'intérêt de faire un scanner et éventuellement, mais plus à des visées universitaires, à faire des reconstructions 3D. Ça n'a aucun impact en thérapeutique, mais c'est toujours beau d'avoir ces images-là. Les fractures sternales, beaucoup moins fréquentes, 5% des traumas thoraciques, diagnostiquées par le scanner, avec parfois une petite confusion sur la présence d'un hématome rétrosternal qui pourrait dire est-ce que ce n'est pas une pathologie myocardique, une pathologie de l'aorte. Souvent, avec une double lecture par les chirurgiens et par les radiologues, on est beaucoup moins craintif et avec l'expérience, on se rend compte que c'est quand même assez fréquent. Troisième lésion osseuse, les fractures vertébrales qui sont bien plus postérieures, qui sont très douloureuses. Celles-ci ont peu de répercussions sur la mécanique ventilatoire, sauf s'il y a une atteinte médulaire associée, évidemment, au niveau des centres moteurs de la ventilation musculaire. Et ça pose aussi des problèmes posturaux, et ça sont diagnostiqués, en tout cas, par le scanner. Là, vous avez aussi le volet thoracique, avec des fractures bifocales, qui sont présentes sur au moins 3 niveaux et qui peuvent être latérales, antérieures ou postérieures. Et là, c'est une vidéo d'un malade qu'on avait eu, c'était juste avant qu'on lui pose la péridurale thoracique. Vous avez l'hémithorax droit qui se décroche avec un malade qui était assez hypoxique. On avait posé la péridurale et d'ailleurs, il était parti se faire ostéosynthéser par nos amis les chirurgiens thoraciques. Les lésions du diaphragme, elles sont peu fréquentes, elles passent souvent inaperçues, en tout cas cliniquement. On peut avoir des fois des bruits hydroaériques à l'auscultation pulmonaire et on peut les diagnostiquer parfois au niveau de la fast écho quand on est en extra-hospitalier ou en tout cas à l'accueil au déchocage. Et on voit les anses digestives qui sont à la place du poumon, on voit la rupture du diaphragme et cela peut être objectif à ce niveau-là. Ça peut avoir une cinétique importante. Des fois, les malades, ils arrivent avec toutes les anses digestives au niveau du thorax. Parfois, on s'en rend compte a posteriori à J2, à J3. C'était le cas, en tout cas, le mois dernier, en tout cas, dans notre structure. Quels organes montent dans le thorax? Essentiellement, les organes qui sont juste en dessous du diaphragme, que ce soit l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et ou le foie. Donc là, dans ce cas-là, on appelle les chirurgiens digestifs et thoraciques pour corriger tout ça. Par la suite, on a les lésions du contenu. Donc on a premièrement les contusions pulmonaires, celles-ci sont fréquentes. En termes de physiopathologie, c'est de l'hémorragie intra-alvéolaire associée à un œdème interstitiel. Cliniquement, on peut se rendre compte en échographie, on peut se rendre compte aussi qu'il y a une hémoptysie qui affole beaucoup de gens, mais dès qu'on a une contusion pulmonaire, c'est assez fréquent que les malades ont des petits crachats hémoptyliques. L'examen de référence pour le diagnostic, c'est le scanner qui peut nous dire le nombre de lobes qui sont atteints. Et il y a une très bonne sensibilité en tout cas au diagnostic et surtout c'est une évolution rapide, que ce soit radiologique ou clinique, dans un sens avec une involution rapide des lésions au niveau de la radio ou dans l'autre sens avec une franche majoration de ces lésions qui pourrait induire par la suite en tout cas un SDRA via les différents mécanismes que je vous ai cités. Le pneumothorax, c'est le plus fréquent en termes de lésions après les fractures de côte. Les facteurs de gravité, c'est les pneumothorax qui sont suffocants et ou ouverts, la présence ou pas d'une tamponnade gazeuse. Là, cliniquement, on se rend compte via un emphysème sous-cutané, une immobilité de l'hémithorax quand on le regarde en termes de ventilation et une abolition du mémoire vasculaire. Là, vous avez les images que j'ai citées tout à l'heure et ces pneumothorax peuvent être minimes, l'image de gauche, ou complet et cela sera à discuter en termes de prise en charge avec les chirurgiens thoraciques. Il peut être bien entendu compressif et ou suffocant. Et donc là, vous avez le poumon qui est complètement accolé au niveau du médiastin avec une compression de tout ce qui est veine cave supérieure et veine cave inférieure, une diminution du retour veineux et donc une déférence hémodynamique associée. Et ça, c'est un élément de gravité par lui-même.
L'intérêt aussi du pneumothorax, on peut le voir au niveau de l'échographie. Ça se manifeste par l'absence de glissement pleural au niveau de l'échographie pleuropulmonaire, et on recherche ou pas la présence ou pas d'un point poumon. Là, vous avez à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez, là, une ligne pleurale qui ne glisse pas en fonction du cycle inspi-expi, et qui est le signe, en tout cas, de la présence d'un pneumothorax. L'hémothorax, il concerne 30 à 40% des traumas thoraciques, à savoir que quand on se fracture une côte, il y a un saignement associé d'à peu près 50 à 100 ml par côte fracturée. Si vous avez 10 côtes de cassées, ça peut aller théoriquement jusqu'à 1 litre de sang au niveau du thorax. Ça se manifeste par la lacération de vaisseaux, les vaisseaux intercostaux et ou mammaires internes et ou les gros vaisseaux. Ça peut être en cas d'extrême, une mortalité très importante en cas d'hémothorax massif. On le regarde et on l'observe au niveau des régions les plus déclives, d'où l'intérêt en tout cas de l'échographie sur la gestion extra-hospitalière pour orienter au mieux le patient. Et après les lésions viscérales, et je parle juste des lésions vasculaires, notamment la rupture aortique qui concerne 1% des traumatisés graves. 80% vont décéder en extra-hospitalier et ces malades-là, on ne les verra pas. On s'en rendra compte, on le suspectera en tout cas via la thoracostomie qui sera faite en extra-hospitalier qui libérera beaucoup de sang. Les localisations, c'est essentiellement l'isthme aortique, une structure plus mobile que l'aorte thoracique ascendante et ou descendante. Et l'intérêt, donc tout le diagnostic sera fait en tout cas au scanner. Il me reste 4 ou 5 diapos sur la prise en charge extra-hospitalière. Tu as déjà explosé le compteur, de toute façon. Donc, Ne pas perdre de temps. Si on passe plus de 10 minutes en extra-hospitalier, c'est 9% de mortalité en plus. Ça nous paraît inconcevable d'un malade avec un SKST+, dans un centre qui n'a pas la coro, ça nous paraît inconcevable que les traumatisés graves n'aillent pas dans les trauma centers référencés. Ça, je vais passer, ce sera discuté. L'analgésie également, grosso modo en extra-hospitalier, c'est l'analgésie multimodale en intraveineux, pas de place de l'ALR. En cas de pneumothorax suffocant et ou d'une déférence respi, on peut exsuffler à l'aiguille, avec les limites que ça peut avoir sur le fait qu'on draine que 40% des pneumothorax compressifs à l'aiguille. L'alternative, c'est la thoracostomie, ce sera abordé par la suite. Et la thoracotomie en pré-hospitalier, en extrême urgence, hors de question. Bref, tous ces éléments que nous venons de voir vont nous poser ces questions-là. Quelle sera la prise en charge ventilatoire? Et donc le docteur Pascal Beuret va aborder cette question. Quelle est la stratégie d'analgésie avec le docteur Marc Garnier? Quelle indication chirurgicale ou d'embolisation avec le docteur Galvin? Et quelle thérapie de drainage avec le docteur Godet et sa magnifique perruque? Les home message, donc c'est important de rester un bon clinicien. La fast écho pour la gradation et l'orientation. Avoir un circuit clair du patient sur l'extra et l'intra-hospitalier, c'est toujours un travail d'équipe. Et faire bien entendu preuve de subsidiarité en faisant confiance à nos collègues respectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin pour ce super topo, très dynamique. Et on va passer aux questions de l'Assemblée. Et je me déplace bien sûr pour vous confier les micros. Oui. Oui, bonjour Thierry Comte, juste une petite histoire anecdotique, puisque par rapport aux ruptures de l'isthme aortique, je crois que c'est 1% des lésions dans ton topo, est-ce que tu vois un intérêt à l'intuber très rapidement, le ventiler, pour avoir un effet de contention sur cette lésion? Forcément, le but c'est ramener au plus vite. Alors déjà, il y a différents grades. Les grades 3, c'est complètement rompu et les malades vont décéder. Et c'est plus important quand de respecter les objectifs de soins. Si le malade a 19 de tension, il vaut mieux le traiter médicalement pour baisser la pression artérielle. Et le but après, c'est ramener au plus vite. La littérature, en tout cas, il n'y a rien là-dessus sur le fait qu'il faille intuber rapidement ces patients-là. Et au contraire, l'intubation, ça va prendre du temps. Et le but, c'est de transférer au plus vite vers le service qui a le plateau technique pour mettre en place une endoprothèse, ou alors gérer le traitement médical, parce qu'il y a peu de ruptures de l'isthme qui sont endoprothésées. C'est très souvent un traitement médical avec un scanner qu'on fait généralement à H48, J5, J7, tout cela à discuter avec nos chirurgiens vasculaires et nos radiologues.